Dans ma chronique « Invitation voyage » après Paris et le Québec, je vous annonçais que je vous ferai visiter la France, région par région. Ce projet est toujours d'actualité, oblige à un grand travail de recherche et d'écriture. Aussi, pour vous faire patienter, je vous offre un petit intermède avec un voyage particulier. Je vais vous inviter à me suivre dans le temps. En effet, je pense que bon nombre d'entre vous connaissent et suivent l'émission Les enfants de la télé, qui nous présente les souvenirs d'antan de personnalités depuis l'arrivée de la télévision. Cette émission est diffusée tant au Québec qu'en France, et comme je suis originaire de France, je vais repartir dans le temps de mon enfance parisienne. Ce voyage intitulé « Les enfants avant la télé », s'il se situe sur un autre continent, je suis certaine que dans ces souvenirs, nombreux seront parents et grands-parents du Québec ou d'ailleurs qui auront connu et vécu des expériences similaires. Pour commencer ce récit, je vais emprunter quelques lignes à M. Gabin en expliquant qu'à l'aube des 70 coups qui vont sonner à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge, et j'éprouve un besoin viscéral de me replonger dans mon enfance. Ce nouveau récit n'est pas uniquement la description de mon enfance personnelle, mais plutôt celle de l'environnement dans lequel nous vivions notre enfance entre les années 50 et 60. Je voudrais vous expliquer comment nous vivions heureux dans cette enfance sans la télévision, les cellulaires, les ordinateurs, les smartphones, les iPhones, les drones, les robots, etc. Une enfance où l'an 2000 était encore de la science-fiction et faisait des beaux jours des bandes dessinées. Prenez le train de la vie avec moi et tranquillement je vais vous présenter les années d'antan, celles du Paris de mon enfance et de mon adolescence, plus particulièrement dans mon quartier, les Batignolles. Pour les personnes qui ont traversé Paris rive droite avec moi, le quartier des Batignolles vous sera familier. Le train de la vie fera également un petit détour par la campagne à Mirgodon, village proche de Paris, où mes parents avaient acheté une maison de campagne qui me permit de découvrir la vraie vie. Paris était alors un environnement de vie où nous vivions dans l'insouciance, dans un quotidien où les tentations et les dangers pour les enfants étaient moindres. À Paris, pendant toutes ces années, nos seules évasions d'enfants étaient la rue, les squares, la radio, les cinémas et les jeux d'extérieur, sans oublier l'imaginaire. Le square des Batignolles, celui où nous pouvions nous lancer dans une course folle avec les petits chevaux à pédales, appelés de nos jours les petits sulky, ou tout simplement faire des tours de manège sur le carrousel, des tours de balançoire, ou de jouer dans les bacs à sable. Le square des Batignolles offrait aussi une activité extérieure chaque fin de semaine, le théâtre des marionnettes, avec un invité de marque, d'origine lyonnaise, Guignol et ses compères. Et chaque dimanche, nos parents nous accompagnaient, criaient à tue-tête « Guignol, Guignol » ou « Attention gendarme » ou des « Oui, non » à ces questions, avec des montées d'adrénaline exceptionnelles, tellement nous nous investissions à protéger Guignol du vilain gendarme. Les métiers disparus. Dans les premières années de mon enfance, j'ai eu le privilège de découvrir des métiers disparus aujourd'hui, et de vivre des situations dont mes enfants n'ont jamais pu avoir connaissance. C'est ainsi que j'ai pu connaître le livreur de pain de glace, dont le travail consistait à livrer aux commerçants avec des denrées fraîches la glace en bloc ou en pain pour les glacières, ce qui leur permettait de garder leurs produits frais une journée, voire plus, puisque les réfrigérateurs communément appelés frigidaires ne commencèrent à se généraliser que vers la fin des années 50. Ce livreur de pain de glace que nous appelions le capitaine Crochet, puisqu'il attrapait les blocs de glace avec un crochet, en les faisant glisser, se déplaçait avec une charrette conduite par un cheval. Cheval que nous caressions et auquel nous donnions un morceau de pain bien à plat dans notre paume de main et qui laissait toujours des petits souvenirs bruns et odorants qu'il semait tranquillement tout le long de son parcours. Le livreur de charbon, au visage toujours assombri par la poussière de charbon et qui se déplaçait en camion. Il portait les sacs de charbon, un par un selon la commande, sur son épaule, se protégeait la tête et le dos avec un sac vide de charbon. Le vitrier, qui portait son matériel sur le dos et se déplaçait dans les rues en criant « Vitrier, vitrier » pour informer la population de son arrivée.
le rémouleur ou aiguiseur de couteau, qui prévenait le voisinage de son arrivée en secouant une clochette et criait « Affûteur, tout pour vos couteaux et vos ciseaux !» Le ramoneur et son outillage, qui, le bonnet à la place d'une casquette, ressemblait à tout point au ramoneur de Mary Poppins et proposait ses services de ramonage. Il ne faut pas perdre de vue que Paris, dans les années 50-60, bon nombre des appartements étaient encore chauffés par des poêles à bois ou des cuisinières à charbon. Ce souvenir entraîne obligatoirement ma mémoire à vous parler des bougnats. Les bougnats, pour la plupart appelés en ces temps-là immigrants originaires d'Auvergne, étaient des commerçants tenant des cafés-buvettes, voire bistrots, spécialisés en vente de bois et charbon, boulés de différents calibres. Nous avions aussi le plaisir des chanteurs de rue, s'accompagnant à l'accordéon ou à l'orgue de Barbarie, qui après nous avoir offert quelques morceaux sur Paris de Milord de Piaf, comme un petit coquelicot de Mouloudji, la compagne pleine de la butte de Cora Vauquer et le fameux Pégal de Georges Ulmer, nous criait « À votre bon cœur, mesdames, merci !» espérant recevoir ou voir tomber des étages supérieurs, enveloppés dans un bout de journal, une petite pièce pour les récompenser. En nous promenant sur le boulevard de Clichy vers Pigalle, nous pouvions aussi voir complètement ébahis le dresseur d'ours et son petit singe sur l'épaule qui faisait la quête dans un chapeau après le spectacle, le cracheur de feu qui m'impressionnait tellement, les avaleurs de sable que je n'aimais pas vraiment. Et enfin, pour le 14 juillet, dans de nombreux bistrots des quartiers de Paris, s'installaient aux terrasses des accordéonistes qui nous faisaient danser jusqu'au petit matin. Les écoles d'hier. À cette époque, les écoles étaient loin d'être mixtes. Il y avait en principe à côté l'école de filles et l'école de garçons, où seule une porte vitrée par étage et munie d'un rideau très épais nous séparait, ce qui permettait aux plus hardis de se glisser des mots doux sous la porte. L'enseignement général en primaire ressemblait, il me semble, à celui enseigné actuellement. Mais peut-être avions-nous des matières supplémentaires, obligatoires, indispensables et souvent disparues aujourd'hui, telles morale et instruction civique, gymnastique, travaux manuels pour les garçons et enseignement ménager, couture et cuisine pour les filles, dessin et musique. En musique, la maîtresse se déplaçait avec son petit piano portatif de classe en classe pour nous apprendre le solfège, mais aussi des chansons reprises en chorale telles Douce France de Charles Trenet, L'eau vive, La rose et le lilas de Guy Béard, et surtout la Marseillaise, chanson à connaître obligatoirement pour passer le premier niveau de diplôme, le certificat d'études. Il y avait aussi des récompenses, soit la petite carotte, qui nous rendait souvent plus studieux et nous faisait avancer dans nos programmes. Je m'explique. Les premières années du primaire, en lecture, français et calcul, si nous avions de bons résultats, nous recevions des bons points d'une valeur de 1 point. À chaque 10 bons points accumulés, nous recevions une image. Et au bout de 10 images, nous avions le billet de satisfaction. Chaque semaine tournait aussi par classe la médaille du mérite scolaire. Là, les résultats scolaires et la discipline étaient les enjeux pour obtenir cette croix que j'ai reçue quelquefois. Pour finaliser l'escalade des récompenses lors de la fête de fin d'année, où après les chants de la chorale, les ballets de danse organisés par les maîtresses, il y avait distribution des prix, soit des livres, par catégorie de matière et par mention. Encouragement, assez bien, bien, très bien et excellent. Certaines écoles offraient même un livret d'épargne avec une somme modeste pour celui ou celle qui avait obtenu le plus de meilleurs prix, ce que j'eus lors de ma scolarité de CM1 ou 4e année pour le Québec. Puis vint le collège ou secondaire, où les récompenses disparaissaient, mais où les obligations et interdictions devenaient plus nombreuses et plus sévères. Porter une blouse de couleur beige pour mon collège. Dans chaque classe, à l'entrée ou à la sortie d'une enseignante, de la directrice ou d'un adulte, nous devions nous lever pour saluer la personne. Pas de chaussures à talons, pas de maquillage, pas de vernis aux ongles, pas de coiffure avec les cheveux crêpés puisque c'était la mode, aucun retard, aucun devoir non fini, aucune leçon ou récitation non apprise.
L'un de ces manquements au règlement donnait immédiatement lieu à un avertissement avec des heures de colle et un mot inscrit sur le carnet de correspondance à faire signer par au moins l'un des parents. Au bout de 3 avertissements, exclusion de quelques jours. Quand on regarde ces règles aujourd'hui, j'imagine que bon nombre de parents et d'enfants doivent crier au scandale et à la dictature. Mais à bien y réfléchir dans ces écoles, à la discipline peut-être un peu conservatrice, il n'y avait aucune violence verbale ou physique, aucun harcèlement, tant envers les élèves entre eux qu'envers le personnel enseignant. Les parents étaient en grande partie présents et solidaires des enseignants, avec un maximum de communication, ce qui imposait aux élèves de témoigner un plus grand respect envers l'adulte, mais aussi envers eux. Bien qu'il n'y eût ni télévision, ni skateboard, ni console de jeux virtuels, de simulation, ou encore moins de téléphone portable dit intelligent, nous arrivions avec beaucoup d'imagination à jouer des heures entières et occuper nos loisirs sans ennui. L'activité la plus développée, la lecture. Une des premières activités privilégiées passait par les livres. Non pas la série des Harry Potter, mais les séries selon les âges, telles que Bibliothèque rose ouverte avec les aventures du Club des 5, Bibliothèque rouge et or avec ses classiques comme La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, Robin des Bois, Robinson Crusoe, Les Contes de Perrault, etc. Saint Antonio pour les plus hardis et plus âgés avec ses enquêtes policières. Mais nous attendions aussi chaque semaine la sortie des derniers périodiques de bande dessinée, tels Mickey, qui nous snobait avec ses pilules pour repas, Picsou, qui n'avait pas besoin de paradis fiscaux, Tintin, qui était encore dans la science-fiction avec son voyage sur la Lune, dont le premier, eut lieu en 1966 avec Neil Armstrong. Pilote, Lily l'Espiègle, Arthur et Zoé, Pim Pam Poum, Tartine Mariole, Les Aventures de Popeye et Olive, Les Aventures du Croquignol, Philochard et Ribouledingue, Appelez les Pieds Nickelés, Le Redresseur de Thor, Bibi Fricotin, Pif le Chien qui nous inventa Pif Gadget, Le Trappeur, Black le Rock, etc., etc. Ouf! Je les lisais tous parce que ces lectures nous permettaient de nous évader en poursuivant les histoires avec notre propre imagination. Une autre activité souvent familiale, la radio. Chaque famille avait sa radio préférée, selon ses intérêts, avec ses animateurs fétiches. Nous avions déjà notre petite vie radiophonique avec la famille Duraton, le feuilleton quotidien du soir, 5 bonnes minutes avant les informations de 20 heures, qui se passaient toujours en famille au moment du repas. Nous écoutions également des séries radiophoniques quotidiennes, telles Sur le banc, le quotidien de 2 clochards parisiens qui se retrouvent chaque midi sur le banc pour discuter. Ça va bouillir, les aventures d'un reporter aventurier qui traquait l'expion Kurt von Straffenberg, surnommé le Tonneau. Le crochet radiophonique, qui était l'ancêtre de La Voix, une émission où des chanteurs-chanteuses anonymes venaient tenter leur chance. Et selon leur réussite, ils pouvaient revenir semaine après semaine avec, peut-être au bout du jeu, la chance d'intéresser un impresario. C'est ainsi que débuta à Avignon notre Mireille Mathieu nationale. La publicité aussi était radiophonique. Comme maintenant, avec la télévision, pendant toutes ces émissions, nous avions droit aux publicités radiophoniques, souvent musicales, dont certaines me restent encore en mémoire. Nous avions Dop Dop Dop, Dop Dop Dop, adoptez le shampoing Dop. La bole de Florine, la bonne tisane pour le foie. La lessive Bonux avec ses petits cadeaux cachés dans la boîte, dont l'impatience nous obligeait à l'ouvrir vite et y plonger nos doigts pour trouver le trésor. Avec les années, les jeux se remplaçaient souvent par le cinéma et les spectacles. Le cinéma fut, grâce à la générosité et l'intelligence de mon papa, l'activité primordiale de mon enfance, celle qui me permit de fuir une adolescence parfois difficile à traverser. Les cinémas de mon quartier étaient au nombre de 13, ce qui me permettait d'y aller assez souvent, 2 fois par semaine, chacun ayant son style de film. Les séances étaient permanentes et selon certains cinémas, vous pouviez assister au maximum à 4 séances par jour sans sortir du cinéma. Séance du matin, début d'après-midi, fin d'après-midi et de soirée.
Quand nous arrivions dans la salle, nous étions placés par des dames appelées ouvreuses, à qui nous donnions un pourboire pour compléter leur maigre salaire. Si la séance était commencée, elle nous dirigeait dans le noir vers des sièges avec sa lampe de poche. Elle avait aussi comme charge de nous gronder si nous faisions trop de bruit, mais surtout de nous vendre esquimaux, bonbons et chocolat à l'entracte, sucreries qu'elle portait dans un panier en osier devant son ventre, accroché par une sangle à son cou. Ce sera avec le cinéma que je terminerai les parcours de l'enfance parisienne. Le train de la vie, avec sa machine à remonter le temps, va se déplacer vers la campagne et vous faire partager ma découverte de ce qu'était la campagne dans mon enfance. Saint-Chéron et Mirgodon, ou la vie à la campagne. Mirgodon, 1954, l'année où mes parents achètent une maison de campagne et une voiture 203 Peugeot. Mirgodon, hameau situé à 2 km de Saint-Chéron, sans transport, sans bruit, sans circulation, sans jukebox, sans cinéma, sans commerce à proximité, fut le village de mon insouciance et de ma liberté. Mirgodon me fit découvrir une autre vie, je dirais presque un autre univers, celui de la nature et de la convivialité. C'est à Mirgodon que j'ai appris à faire du vélo, du solex, puis de la mobilette. C'est à Mirgodon que j'ai appris à monter aux arbres pour jouer aux cow-boys et aux Indiens, puis un peu plus tard à profiter de mes premiers bains de soleil. C'est à Mirgodon que, petite Parisienne insouciante, j'ai appris à connaître tout ce que nous offrait la nature par les fermes, les cultures, de fruits, de légumes, les compotes, les confitures, les parfums de la nature au dehors, etc. C'est de Mirgodon que je garde l'image de maman, moins stressée, nous jouant des airs sur son violon de jeunesse et s'adonnant à sa passion, le chant d'opéra. La ferme de Mirgodon. Sur la place de Mirgodon, il y avait la ferme Louin. Avec les amis, en fin d'après-midi, je pouvais aller chercher les vaches au pré, assister à la traite, boire du bon lait frais et chaud, à peine sorti du pis. Chaque soir, j'allais aussi, avec la laitière métallique, acheter le lait pour le petit déjeuner du matin, que maman faisait immédiatement bouillir pour éviter qu'il tourne, puisque nous n'avions pas de réfrigérateur. Sans oublier le fromage blanc, fait maison, de le goût irremplaçable me fait encore saliver. Dans la ferme, il y avait aussi un immense poulailler, où les poules qui vivaient en liberté et que nous retrouvions parfois hors de la ferme, pondaient des œufs que nous prenions plaisir à ramasser et à mettre directement dans un panier pour rapporter aux fermiers. L'épicerie, pour les personnes non véhiculées, se faisait grâce aux commerçants ambulants. Comme Mirgodon était à environ 2 km de Saint-Chéron et qu'il n'y avait aucun transport en commun pour circuler, les commerçants passaient chacun leur tour pour permettre aux familles non véhiculées de s'approvisionner en nourriture. Pour la conservation des aliments frais, alors que les réfrigérateurs n'étaient pas encore d'actualité, chaque maison avait son garde-manger, c'est-à-dire un placard en bois dont les parois étaient en très fin grillage pour permettre à l'air de passer, mais pas aux insectes, installé dans une pièce sombre et fraîche de la maison ou d'une dépendance. Chaque commerçant s'annonçant avec une manière de klaxonner différente. D'abord, le boulanger qui passait chaque jour en matinée pour livrer du pain frais, des viennoiseries et des pâtisseries pour le dimanche. Puis les autres commerçants se partageaient la semaine, le boucher, le charcutier, les 2 épiciers du bourg, l'union commerciale Espar et enfin, le vendredi, le poissonnier. « Oyez, oyez !» une phrase inoubliable. Quelle ne fut ma surprise lorsque j'entendis pour la première fois au coin de la cour et de la place les roulements de tambour du garde champêtre. Je n'avais jamais vu ni connu de garde champêtre. Et donc chaque premier jour du mois, ou lors d'une activité exceptionnelle, circulait en vélo puis en mobilette de quartier en quartier le garde champêtre avec son costume foncé, casquette et tambour pour nous annoncer les nouvelles en criant « Oyez, oyez, avis à la population !» Et là, en quelques minutes, les enfants, les adultes sortaient des maisons pour se rassembler autour de lui, ou certains ouvraient juste leurs fenêtres afin d'écouter les informations de la mairie. Les forains et Romanichel. Chaque 14 juillet, Saint-Chéron était en fête, avec sa fête foraine, son bal et son feu d'artifice.
Et comme chaque 14 juillet, sur la place de la Gare et le long de l'avenue de la Gare, se tenaient des stands, dont le stand de tir, où je ne manquais pas une occasion pour m'adonner à ce plaisir et où, ma foi, je remportais assez régulièrement un trophée. Un autre plaisir fut le bal de soirée auquel j'assistais en compagnie de maman, une excellente danseuse, qui me transmit sa passion et son savoir pour la valse, le tango, le paso doble, etc., ce dont je la remercie encore aujourd'hui. Dans la même période, passaient régulièrement ce que les villageois appelaient à l'époque les romanichels, soit des forains ambulants, qui vendaient leurs services, vente de dentelles, de paniers en osier, d'objets en cuivre, etc. Dans la même démarche passaient régulièrement les ramasseurs de peaux de lapin, en criant « peau de lapin, peau de lapin !» pour nous avertir, sans oublier, comme à Paris, les védriers, les ramoneurs, les rémouleurs, etc. Isidore, dont j'eus peur à nos premières rencontres. Personnage unique à Mirgodon. Je me dois de vous présenter Isidore. Isidore était un homme des bois, un peu rustre, avec parfois une odeur forte, qui vivait par choix, selon la légende, dans une cabane à l'orée du bois, nourrie par la générosité de la population de Mirgodon. Isidore était un homme sauvage, mais dont les services étaient indispensables dans la commune. En effet, Isidore était ce que l'on appelait à l'époque un rebouteux, dont la définition exacte est rebouteux ou rebouteur, personnage bien connu dans les campagnes pour son habileté à remettre en place les nerfs froissés et les tendons qui sautent, à dénouer les muscles, soigner les foulures et les articulations démises, voire les fractures. Isidore était donc l'ancêtre de ce que l'on nomme de nos jours les études en moins, un chiropracticien ou un ostéopathe. Il se déplaçait chez les gens pour manipuler leurs articulations défaillantes et était payé par des dons de toutes sortes, ce qui lui permit de subsister dans son choix de vie. Hélas, un jour j'appris qu'Isidore avait déménagé pour rejoindre le royaume des cieux. Quand j'évoque Mirgodon, je ne peux éviter de parler de maman, mais également de Pépère et Mémère, qui furent non seulement mes seuls grands-parents, mais des personnages importants dans cette découverte campagnarde. C'est à Mirgodon que maman stoppait le rythme de vie infernal d'un commerçant et se donnait au plaisir du repos entre la lecture, musique et surtout celui de pouvoir faire des compotes, des confitures avec certains fruits et légumes de notre verger, confitures de pêche, de poire, de pommes, de rhubarbe, de tomates vertes, gelées de groseilles, cerises, griottes aux kirsch, etc. Elle avait aussi une spécialité, les beignets aux pommes et à la fleur d'acacia. Mémère, femme adorable, d'une extrême douceur, dont la plus grande tristesse fut de ne pas avoir eu d'enfant, était donc une femme au foyer, un parfait cordon bleu choyant son homme, autant qu'elle le pouvait. Mémère élevait des poules, des lapins qu'elle tuait elle-même, puis les débarrassait de leur peau qu'elle faisait sécher sur la corde à linge, afin de débarrasser de leur peau pour les vendre aux ramasseurs de peaux de lapin. Pépère, retraité par obligation à cause d'une longue maladie, appelée silicose, occupait ses journées au bricolage, mais surtout à diverses activités extérieures. Tout d'abord maraîcher sur un grand terrain dans le bas de Mirgodon. Ces cultures variées permettaient à Pépère d'en vendre une grande partie et à Mémère de faire ses conserves de produits frais avec l'autre partie. Quand le temps des cueillettes de fruits arrivait, il devenait bouilleur de cru pour le hameau, puisqu'il était équipé d'un alambic et détenait les autorisations légales. Il se mettait donc à la disposition des voisins, selon leurs demandes, pour fabriquer du cidre, mais aussi des alcools de prunes, de poire, etc., appelés eau-de-vie ou gouttes. La dernière occupation saisonnière de Pépère, qui fut, je crois, une passion, la cueillette des champignons. Il les connaissait tous, et quand la saison était venue, il partait plusieurs fois dans la semaine aux aurores, enfilant ses grandes bottes de caoutchouc pour faire des kilomètres de marche dans les bois avec 2 ou 3 grands sacs de jute vides sous le bras. Quand il revenait, en fin de matinée, les sacs étaient pleins de champignons de toutes sortes. Cèpes, girolles, trompettes de la mort, pieds de mouton, courmelles, têtes de nègre, etc. Mémère, avec ma modeste aide, nous nettoyions les champignons avant de les mettre en conserve. Je dois avouer que Mémère m'a beaucoup appris dans ce qu'on appelle la cuisine de grand-mère.
À Mirgodon, pas de buanderie commerciale, mais un lavoir municipal. Le lavoir municipal de Mirgodon se trouvait au bas de la route longeant notre verger. Bien avant le temps des laveuses et sécheuses, les femmes se déplaçaient au lavoir municipal pour faire les lessives à l'eau froide, parfois même glacées selon les saisons. Le bord du lavoir comportait en général une pierre inclinée, derrière laquelle les femmes se mettaient à genoux dans une sorte de bac en bois appelé le garde-genou. Puis elles jetaient le linge dans l'eau, le déposaient sur la pierre pour le savonner et le brosser, s'aidant d'un battoir fait en bois pour le battre et l'essorer le plus possible. Cette opération pouvait être répétée plusieurs fois, avant que le linge soit enfin rincé et tordu pour essorage final. Une fois les opérations de lessive terminées, le linge était remis dans les seaux sur la brouette et rapporté à la maison pour le séchage intérieur ou extérieur. Mais ce lavoir avait aussi une autre utilité. En effet, à chaque vacances scolaires, partant chaud l'été, et bien que cela fût interdit, le lavoir nous servait souvent de piscine où tous les enfants avaient pied. Enfin, le motocross, ma passion. Dans une autre partie du bois, au-dessus de la maison, on pouvait suivre chaque dimanche et les jours d'entraînement l'activité qui m'a le plus passionné dans cette période de l'enfance et de l'adolescence, la moto et le circuit de motocross. Circuit qui à cette époque était ouvert librement au public, où des jeunes motards pouvaient s'entraîner hors compétition. Les jours de compétition, qui étaient uniquement le dimanche, nous pouvions nous glisser assez inconsciemment au travers des pistes pour suivre le plus près possible les entraînements et les courses. Nous voilà arrivés au terminus du train des souvenirs. Avant de vous dire au revoir, je souhaiterais préciser que si ce récit contient un soupçon de nostalgie dû au temps qui passe, il n'est pas écrit dans un état d'esprit de dépit en pensant que tout était mieux avant. Bien au contraire, j'apprécie tout autant les améliorations que les technologies nous apportent, tant pour nous adultes que pour nos enfants et petits-enfants, bien que parfois mes méninges aient du mal à suivre le rythme de l'évolution. Il y a cependant une évolution que je n'apprécie guère et qui semble se multiplier, hélas. Celle de devoir parler au téléphone à des robots plutôt qu'à des humains. Conversation qui nous permettait soit de plaisanter, soit de nous chicaner, selon les sujets, mais qui avait l'avantage de nous donner une occasion de communiquer. Si ce voyage dans le temps vous a plu, je vous invite à vous remémorer vos meilleurs souvenirs d'enfance et, si vous le souhaitez, à me les faire parvenir pour que soient lus les témoignages de vos pays d'origine. Je terminerai ce récit en empruntant la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui complète mon statut d'immigrante. Je suis de mon enfance comme d'un pays. Pascal, Radio CIDS.